Ce n'est pas comme entrer par effraction sur un terrain. Quand il ne regarde pas, prends le chariot élévateur, attrape-le. Non, on fait souvent ça. Bienvenue dans Behind the Boom. Avec Eric de H, S Transport and Recovery. Ceci est un épisode fait à la hâte. Si vous avez vu ma vidéo de samedi avec ce gigantesque chariot élévateur de 80 000 livres, nous l'avons rencontré, Eric, en intervention, et il a un métier incroyablement cool. Je t'appelle le gars des reprises. Est-ce exact? Non. Nous préférons le terme agent de récupération car nous récupérons techniquement le bien servant de garantie. Et le mot repos a une connotation négative à cause des émissions qui sont sorties par le passé, montrant qu'on a un sale caractère. Ce n'est pas une bonne image, donc on essaie de remplacer ce mot par agent de récupération. Nous sommes compatissants, nous nous sentons vraiment mal et nous faisons un travail que personne ne veut faire. Oh, personne. C'est drôle que vous mentionniez ça, parce que même moi, dans le monde du remorquage, le mot reprise a une connotation négative. Ouais, quand les gens voient des dépanneuses, toutes les dépanneuses ne peuvent pas faire des reprises. Il faut avoir une licence et tout ça, non? Ouais, par exemple, chez Pépez, on ne pourrait pas faire de reprise, même si on le voulait. On n'a tout simplement pas cette licence, et ce n'est tout simplement pas ce qu'on fait. Mais quand tu entends le mot repo, je sais que beaucoup de gens pensent à ce terme, comme dans les émissions télé où ils disent « Oh, ils ont volé cette voiture à cette mère avec 4 enfants ». Mais si tu y réfléchis, pas vraiment. C'est juste quelqu'un qui n'a pas payé sa facture et ce n'est pas à lui, non? Et c'est juste la banque ou autre qui récupère ce qui lui appartient. C'est exact. Donc le truc, c'est que la plupart des gens parlent à une banque au téléphone. Donc, quand ils rencontrent la personne chargée de la reprise, c'est nous qui allons nous faire crier dessus, insulter, parce qu'on est la première personne visible. Parce qu'ils ne peuvent pas crier sur la banque. Ils ne peuvent pas crier sur la banque. C'est pour ça qu'on doit comprendre, tu sais, la situation à ce moment-là. Tu sais, la plupart des gens aujourd'hui, en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, ils savent qu'on arrive parce que les banques ont travaillé avec tout le monde. Et je ne fais que de la reprise de biens professionnels. Je ne fais rien en lien avec les voitures. Celui de la semaine dernière, le chariot élévateur, c'était une récup. C'était une récupération, mais c'était une reprise volontaire. Donc le client m'a appelé et tu sais, il m'a juste dit « Hey, viens le récupérer. » Ouais, Je ne le savais pas avant d'être à mi-chemin du boulot parce que je suis arrivé le premier sur les lieux. Alex faisait un travail de récupération de voitures qu'on a eu en route là-bas. À mon arrivée, le chariot élévateur était utilisé. Je me suis demandé pourquoi il le transportait s'il fonctionnait. Je croyais qu'il était hors service, mais non. Il l'utilisait sûrement une dernière fois avant de le rendre. donc ce qui s'est passé, c'est que la personne à qui appartenait ce chariot élévateur l'a laissé là. Le camion qu'ils utilisaient était en surcharge à ton arrivée. Ils étaient en train de répartir la charge. Et la société, quand nous sommes arrivés, parce qu'on est arrivé avant toi, ils avaient préparé tous ces camions, puis ils sont allés à la bascule. Et d'une manière ou d'une autre, ce camion était en surcharge. Donc ils n'ont pas pu faire revenir quelqu'un. Alors ils ont demandé, tu sais, les gens qui louaient le terrain ont dit, on va l'utiliser. Et je ne peux pas dire non. On leur a permis de l'utiliser vite et je voulais aussi voir comment la machine marche. On a dû la soulever car on nous a dit que cette machine n'a pas de frein, seulement avant et arrière. J'imagine que sur les Murrays, elles peuvent glisser et tomber. C'est parce que je ne connais rien au levage de ces machines. Quand on obtient la mission, je dois appeler des connaissances, puis établir un plan. J'utilise aussi une nouvelle entreprise qui m'a conseillé de vous appeler. Intéressant. Donc ces équipements fonctionnent comme un prêt auto. Vous empruntez sur 60 mois pour une Mercedes. Si vous ne payez plus, elle est reprise. C'est pareil pour ce chariot élévateur, non? Vous contractez un prêt commercial et s'ils ne peuvent pas payer, la banque vous contacte pour aller le récupérer. Oui, et nous travaillons pour un intermédiaire. Donc, quelle que soit la banque, ils sont appelés un intermédiaire. Et ensuite, ils déterminent avec qui contracter. Et je suis le seul prestataire. Ils vont m'appeler, je trouverai une solution, fixerai un prix et proposerai comment récupérer l'objet. On a donc dit qu'on était un agent de récupération, car continuer à utiliser repo n'aurait pas eu de sens. On essaie aussi de savoir comment récupérer une machine. Tu as aussi mentionné que la plupart sont des restitutions volontaires, non? Donc ce n'est pas comme si tu forçais l'entrée d'un terrain et pendant qu'il ne regarde pas, tu prends le chariot élévateur et tu l'embarques, c'est ça? Non, on fait beaucoup ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pris un chariot élévateur, je suis allé dans un entrepôt, je suis juste entré, j'ai sauté dessus et je suis parti. Ouais, mon cousin qui travaillait pour moi, c'était son truc préféré. Genre, il entrait et les gens pensaient juste qu'on était là pour les aider, tu vois? Il suffit de mettre un gilet ou quelque chose comme ça. Ouais, on entre direct. Sur les chantiers, on met le casque et on y va, on doit récupérer le bien financé, on gère tout le matériel de construction, tout là-bas peut être financé. J'ai plein de questions. Tu l'as déjà fait?
Quelqu'un t'a déjà accusé de voler et tenté de t'arrêter? Oui, on nous appelle souvent la police. On doit déclarer tout ce qu'on récupère sous 30 minutes, donc une équipe au bureau s'en charge immédiatement. Comme ça, tu vois, on ne débarque pas normalement juste comme ça sur un chantier. On essaie de s'assurer que si je vais chercher un chariot élévateur 9 fois sur 10, soit mon plateau est là, soit mon landol est là. Oui, quand on récupère les gros camions, c'est compliqué parce que la plupart n'ont pas d'air. On attend là, ça nous fait passer pour des voleurs de voitures. Comme montré dans la vidéo, je porte un débardeur et une casquette à l'envers. Je veux dire, j'ai vraiment l'air d'un voleur de voiture. Ça me va. Mes gars qui travaillent pour moi. Tu as l'air d'un individu louche. Voilà ce que sont les agents de récupération de biens. Tu sais, on se promène dans les rues de LA et, tu sais, jusqu'à mes 22 ans, je récupérais encore des voitures à LA tout seul, tu sais, avec le camion et je faisais tout ça avant de passer officiellement uniquement au commercial. La plupart du temps, essayez-vous d'abord de contacter les gens pour qu'ils rendent le bien volontairement ou devez-vous souvent intervenir directement? On doit juste y aller et attirer leur attention. Je dirais qu'environ 75% sont encore des reprises ou des récupérations complètes. La plupart des gens ne sont pas surpris quand on vient démarrer leur camion, car avant, il fallait 3 mois pour arriver. Vous savez, on commence à oublier les paiements, on ne se rend pas compte qu'on a 3 mois de retard, ou si c'est la femme qui paye, la plupart des maris ne le savent pas. C'est hilarant. J'ai une entreprise, mais je ne sais rien des finances, c'est ma femme qui paye tout. Ceux qui me connaissent, grâce à l'émission, savent que c'est vrai. Ne me demandez pas combien on gagne, je l'ignore. Je fais juste mon travail. C'est ce que je dis. Donc, si vous allez sur un chantier et que c'est un couple mari et femme, eh bien, la femme est embarrassée, le mari est stressé. On arrive. Eh bien là, après 3 mois, la femme dit « Hé, ça fait 3 mois, 4 mois. » Vous savez ce qui se passe? D'habitude, les gens ignorent notre venue, mais là, ils le savent. Donc, notre travail est différent. C'est amusant. Nous sommes à peine plus que des chauffeurs de dépanneuses car la plupart savent qu'on vient. Vous savez, jusqu'avant la pandémie, tout ce qu'on faisait, personne ne le savait, vous voyez, donc c'est en partie pour ça qu'on dit qu'on est des agents de récupération de véhicules. À propos des dépanneuses, tu m'as montré des photos ce jour-là. Quel équipement de remorquage as-tu réellement? Donc j'ai un DTU, un Kenworth 22 TU. Au fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une unité de remorquage détachable, n'est-ce pas? Oui, c'est aussi un camion de démonstration, comme ton Hulk, entièrement personnalisé. Je viens aussi d'acheter un autre 25 tonnes pour nos livraisons. Donc, si ça ne roule pas, en général, il s'agit généralement de restitution volontaire. Presque tout ce qui ne roule pas relève d'une restitution volontaire. Donc, j'ai un gars qui, tu sais, va au dépôt, le récupère et le ramène chez moi pendant 10 jours, puis on les livre partout où il faut. Ritchie Brothers, Phoenix, Vegas, nord de la Californie. Donc ensuite, j'ai mon Landal, j'ai toujours mes tracteurs habituels. Tu as beaucoup de matériel. Oui, je fais partie des plus gros là-bas. J'allais dire, Parce que je sais que la plupart des gens qui regardent associent aussi ça aux émissions télé où une dépanneuse de saisie est juste un petit camion avec un bras élévateur, tu sais, avec un autoloader. Donc ils sont dans le camion, ils appuient sur un bouton qui descend le bras, ils reculent vers une Honda, ils l'accrochent. C'est ça que les gens imaginent quand ils pensent à la saisie. ouais. Donc du gros matériel. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que les DTU ou unités de remorquage détachables sont identiques aux Minuteman. C'est la même chose, de juste plus petit dans un pick-up. C'est avec ça que j'ai commencé. Moi, je fais les voitures normales pour les fourrières. Tu sais, on y va souvent. J'ai une équipe à Downey qui va à la fourrière. Tu sais, si une voiture est accidentée ou pour l'assurance, et on va régler ça là-bas. Donc, techniquement, on fait quelques voitures, mais c'est juste pour garder mon activité à Downey. Ici, on fait surtout du poids lourd, mais comme tu le vois avec les camions, mais aussi des plateaux pour certains clients. On a des contrats pour des F-150, des fourgons de livraison et la CHP. Un plateau sera parfois nécessaire, surtout pour des usages très spécialisés comme certaines voitures. Ouais. Et puis, mon gars de lait, un de mes gars de lait, il s'occupe de toutes les récupérations ici à Los Angeles. Donc moi, non, parce que maintenant, je vis dans l'Inland Empire. C'est difficile pour moi en ce moment avec la circulation. Je devais venir ici aujourd'hui, donc ça tombait bien, mais il nous a fallu 2 heures pour arriver. Ah oui. J'ai aussi une bonne question à laquelle j'ai toujours pensé. Disons que vous récupérez, vous saisissez un tracteur, une remorque, n'importe quoi, mais la société a son système comme LoJack ou un AirTag. Est-ce qu'ils sont déjà retournés à l'endroit où vous l'avez emmené pour essayer de le récupérer? À 100%, il se présente tout le temps. Ce type a un métier de fou. Oui, il se présente. J'ai 3 sites. Donc, j'ai Downey, Fontana, et puis à Paris, j'en ai un. Et probablement une fois par semaine, quelqu'un se présentera. Pas fréquent. Ouais, il se présente. Et puis les gens, Essaie vraiment de s'introduire.
Pas trop parce qu'on a des caméras. Je veux dire, c'est la seule bonne chose de nos jours. Je veux dire, les gens sont conscients que, tu sais, on vit dans un monde de réseaux sociaux. Donc, c'est aussi ça. Tu as ton téléphone, il t'envoie des alertes et tu peux vérifier la caméra. Ouais. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Les gens ne réalisent pas que quand on a commencé, il n'y avait pas toutes ces caméras. Maintenant, tout le monde connaît tout sur les caméras. Donc, les gens sont plus vigilants à ce sujet. Oui, ils arrivent à 2 heures du matin en frappant au portail. Les gens viennent sans cesse. Et beaucoup de gens ne réalisent pas que sur leur téléphone, ils peuvent localiser leur iPhone. Beaucoup ont un téléphone pro, savent le localiser ou laissent leur tablette, et on essaie de tout éteindre avant d'y retourner. On met tout à l'intérieur, mais c'est une bonne idée. Oui, ils viennent probablement 1 fois par semaine. Mec, Je pensais à 1 fois par mois maximum. 1 fois par semaine, c'est fou. ouais, il y a du monde ici. Et puis, voilà le truc aussi, c'est que la plupart des gens, tu sais, surtout quand il s'agit de semi-remorques, ce sont des chauffeurs. Beaucoup viennent d'autres États. Ils pourraient donc être à une aire de repos pour camions. On les voit partout à Los Angeles, là où ils se garent et rentrent chez eux. À quoi pensent-ils d'abord? Mon camion a été volé? Beaucoup croient que leur camion l'a été aussi. Ils appellent la police et attendent. Ils cherchent, arrivent et trouvent que le véhicule a déjà été récupéré, mais maintenant ils sont devant mes grilles. Il faut avoir de la compassion pour eux, d'une certaine manière. Je veux dire, surtout si tu vis dans un autre état, tu viens ici pour déposer une cargaison, tu passes peut-être une journée ou deux à traîner avec des amis du coin, tu reviens le soir et ton camion a disparu. Et si tu es propriétaire, c'est toute ta vie. Mais les factures restent les factures, non? Oui, c'est ce que je dis. C'est là qu'il faut avoir de la compassion et essayer de travailler avec les gens, tu sais, essayer de trouver une solution. Tu sais, la plupart des gens, et ce qu'on prend pour acquis, c'est combien de personnes vivent dans ces couchettes, en fait. Des couchettes. Des couchettes. Je veux dire, ces gens-là, ma sœur, c'est l'un de ses grands boulots. On a quelqu'un qui doit parfois nettoyer ses camions. Je n'exagère pas. Ils prennent 5, 6, 8 heures et on ne reçoit pas d'argent pour ça. On ne peut pas facturer le client, alors on essaye toujours de retrouver le client pour qu'il vienne récupérer ses clés et ses affaires, sinon on doit nettoyer pendant 8 heures. Je sais que vous avez vu l'intérieur de ces camions. Je dirais que c'est 50-50 si vous aurez un camion propre ou autre chose. Sur cette chaîne, j'ai remarqué une corrélation. Les camions qui se renversent, 9 fois sur 10, ils sont en désordre, ils sont dégoûtants. C'est comme si on pouvait voir que ces gens-là, non seulement vivent dans ces camions, mais en plus ils s'en fichent. Vous voyez, il y a une corrélation. Je voudrais aussi demander, tu penses qu'il y a une corrélation? Par exemple, à quelle fréquence tu récupères un véhicule qui est propre, bien entretenu, avec de l'Armor All à l'intérieur, par rapport à ceux qui sont sales? Pas très souvent. Si je récupère un camion propre, si c'est un camion de société et qu'il est propre, ce gars-là n'a aucune idée. Un propriétaire exploitant dont le camion est propre mais que les chromes ne sont pas entretenus indique qu'il traverse une période difficile. C'est la première chose que les gens commencent à négliger, tu sais. Il y a beaucoup d'entretien pour garder ces camions en bon état, tu sais. Et donc, c'est comme ça que tu peux un peu savoir de qui il s'agit. Et puis, le truc en ce moment, avec l'économie et ce qui se passe, beaucoup de gens viennent ici alors qu'ils n'ont jamais vu ça, c'est mieux que d'où ils viennent. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Genre, tu viens ici, tu vas à New York, tu sais, tu conduis un taxi ou tu fais autre chose, ou tu viens juste ici et on te met dans un poids lourd à boîte automatique et tu n'as jamais vécu comme ça. C'est mieux, ils mangent, dorment et font tout dedans. C'est horrible dans ces camions. On dirait qu'environ 25% d'entre eux sont traités comme des cas de matière dangereuse. Un gars vient s'en occuper et les nettoyer, c'est horrible. Ils affirment vivre ainsi dans leur pays d'origine. C'est toujours mieux que là-bas, non? C'est ce qu'ils disent. Je n'ai jamais vécu dans des pays du tiers-monde pour comparer, mais je veux dire, L'Inde, Ouais, je veux dire, c'est de ça qu'on parle. Je dirais, oui, c'est juste terrible, c'est terrible tu ne peux pas imaginer, tu sais, que ces gens-là n'ont aucun respect. Ils n'en ont pas, tu sais, c'est le chauffeur, et ils ne savent pas. Je veux dire, oui, une culture, je suppose. tu te dis, oh, eh bien, une fois que tu continues à nettoyer ta maison, ou tu sais, tu te demandes juste, genre, on n'arrive pas à comprendre, tu sais, C'est drôle que tu dises ça, car il y a différents niveaux pour tout, non? L'Inde, tu as vu les vidéos? C'est un vrai désastre, qui sait? Peut-être parce que l'infrastructure est horrible, puis ici c'est propre et bien entretenu. Mais ensuite, tu vas dans un pays comme le Japon, où je suis déjà allé. tu viens juste d'en revenir. Oui, j'y suis allé récemment. Il y est déjà allé, non? Tout est très propre et différent. C'est un vrai choc culturel. Peut-être que c'est juste la culture. ils nous voient sûrement comme l'Inde. Oui, c'est exactement ça. Et ce n'est pas surprenant. Tout le monde en parle, tu sais. Ouais, et puis ils sont payés. Tu sais, ils sont tellement contents de gagner 100 $ par semaine. Ce qui m'épate, c'est d'entendre ces gars dire qu'ils gagnent des cacahuètes. 100 $ par semaine? Par semaine? Par semaine. Par semaine. C'est rien du tout, mec.
Tu sais, quand tu as traversé l'État en voiture, parce que tu ne traverses jamais un État entier en voiture, pas vrai? Quand tu es allé chercher Hulk, tu l'as fait, non? Ouais, Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends ça aussi. C'est comme si tu regardes, genre, quand tu vas à Vegas, à cette aire de repos, il y a écrit nourriture indienne et c'est tout. Ça dit juste ça. Ils font en sorte que tu payes très peu car tu prends juste du riz et du poulet. Beaucoup commencent à le remarquer. Tu verras des boutiques où il est écrit cuisine indienne. Donc en fait, je veux dire, parce qu'ils savent qu'ils ne gagnent que 100 dollars par semaine. Et la plupart disent qu'ils viennent ici pour 5 ans, puis ils rentrent chez eux. C'est fou. j'imagine qu'il fallait économiser assez d'argent pour pouvoir vivre confortablement en rentrant. Ils font du transport routier là-bas. Ils n'en parleront pas. Tous mes gars ont demandé car tout le monde sait que j'ai gagné à la loterie. On a eu le plus gros succès de notre carrière. Ces 2 dernières années, une grande entreprise a fait faillite. C'était partout dans les médias. On a récupéré 500 de leurs unités. Mince, ça a pris combien de temps? Ça a pris un moment. Je crois que le maximum qu'on ait fait en une journée, c'était 75. Wow. On a déjà fait 50 remorques en une journée. C'était beaucoup. Un aspect important de mon travail, c'est la logistique. Il y a donc beaucoup d'agents de récupération qui s'occupent des voitures, des biens commerciaux. Pas beaucoup. Non. Je connais un autre grand acteur du secteur, ainsi que quelques petites entreprises familiales, sans offenser personne. Je ne vais à aucun salon ni événement. Je n'ai jamais assisté à ces événements mondains, ni au salon du remorquage. Je fais simplement mon travail et j'ai beaucoup de chance. Je peux accomplir presque n'importe quelle tâche. À ce propos, il y a une chose qui m'est de rester en tête que vous avez mentionnée parce que vous avez dit que vous êtes l'un des rares grands spécialistes de la récupération pour le secteur commercial. Vous avez mentionné avoir récupéré des machines de liposuction. Vous pouvez l'imaginer, nous y avons vraiment réfléchi. Il n'y a pas grand-chose dans lequel je n'ai pas été impliqué, parce que tout nécessite un prêt. Donc, où que vous alliez à partir de maintenant, les gens s'intéressent à ça. Commencez à regarder. Eh bien, combien coûte cette machine? Et une imprimante? Une imprimante de bureau? Nous avons financé d'énormes imprimantes de bureau. Oui, on a déjà fait ça. On entre, on repart avec l'imprimante. Ouais, tu entres, tu ressors, cabinet dentaire, on les a tous faits. Rien de spécial, tu sais, on a fait des entrepôts multiples qui ferment. C'est autant d'argent qu'un cabinet de liposuction peut générer. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas comment ils n'arriveraient-on pas à honorer les échéances pour tout ça. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui se font faire des trucs. Tu sais, C'est une question que je pose toujours quand je suis à Beverly Hills. Tu sais, beaucoup d'entre elles disent qu'elles marchent bien et puis c'est très cher. Tu sais, celle-là, la femme chez qui je suis allé à Beverly Hills, son endroit était aussi grand que ce bureau. Elle paye 5 000 $ par mois. Wow. Tu sais, cette machine coûtait 250 000 $. Elle a dit avoir investi plus d'1 million de dollars. Parfois, dans tous les métiers, on finit tellement en retard qu'on ne peut plus s'en sortir. Ouais, il suffit d'un seul mauvais trimestre. Un seul, ouais. Tu sais, c'est la moitié de notre secteur, un seul mauvais trimestre. Ça, c'est une mauvaise gestion. Les gens sous-estiment à quel point une mauvaise gestion peut faire couler une bonne entreprise. C'est la première fois de ma carrière que j'ai 2 paiements à cause de la situation actuelle. On gère beaucoup de choses et on n'a jamais eu autant de personnel, mais ma femme et moi, on ne veut pas de paiement. J'ai toujours mon petit tracteur international sans couchette dont je t'ai montré la photo, et mon petit, tu sais, vous avez aidé ce gars avec le bras de levage. J'en garde toujours un au cas où tout changerait demain pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai remorqué, tu sais, tellement de camions avec ça pour à peu près payer mes affaires parce que j'ai toujours eu peur d'avoir des paiements. C'est du bon sens commercial. Quand j'ai commencé, tu sais, le remorquage coûte cher. C'est comme ça. Tout cela est bien, mais je ne suis payé qu'après 90 jours. C'est un vrai problème dans notre secteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas une saturation de gens comme nous, parce que certains des anciens sont dans le métier depuis les années 50 ou 60. Il reste un agent de récupération dans une grande entreprise. Il a 90 ans et il a rédigé tous nos règlements. Et je lui parle toujours. C'est l'un des rares que je connaisse là-bas. Et réfléchis-y. Il a 90 ans et il continue de le faire. Et il fait ça depuis des années et a écrit la plupart des lois qui sont dans nos livres. C'est incroyable pour moi. Quand je couvrais le comté de Los Angeles, une grande entreprise de remorquage m'aidait et laissait de grosses factures en suspens, sachant que je ne les arnaquerais jamais. Mais ils aimaient ça parce qu'ils recevaient un énorme chèque quand j'étais payé. Donc il y a des gens à qui je ne parle pas, mais je pourrais les appeler demain pour demander un service. Je ne ferai peut-être pas appel à vous chaque mois, mais j'aurai d'autres missions. J'ai toujours des affaires à régler et mon ami avec qui je faisais des récupérations ne le fait plus. Et il s'est toujours occupé de tous mes levages fous. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé impliqué.
C'est fou. J'espère qu'on récupérera quelque chose de fou à l'avenir, mec. Il va falloir qu'on trouve une solution. Je suis sûr qu'on veut des trucs. Le monde de la saisie et du dépannage, ce n'est pas vraiment mon domaine. Je sais que j'ai fait des trucs comme des blogs, et j'en ai parlé dans des vidéos sur la façon dont Alex et moi, la façon dont on se présente, notre apparence, on est drôle. On veut briser la stigmatisation dans le remorquage, on reste respectueux avec les policiers et les clients. Que peuvent faire les autres pour briser la stigmatisation de la saisie? J'avoue, j'avais aussi des préjugés avant de te connaître. Je ne savais pas que les gars de la saisie pouvaient être cool comme toi. D'accord, donc le monde du remorquage, c'est différent. Vous avez votre contrat avec la CHP. Je ne sais pas, est-ce qu'il régule combien d'opérateurs poids lourds vous pouvez avoir sur la liste? Non, D'accord, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut beaucoup d'argent pour s'impliquer, tu sais, pour obtenir ces contrats. Mais c'est ce que je veux dire. Dans mon domaine, avec les émissions de télé qui sont sorties, tout le monde est allé acheter le camion le moins cher, l'a financé. Et ça, c'est une mauvaise réputation. donc ces émissions télé ont nuit à ton secteur. Elles ont tué notre secteur, ce grand costaud blanc. Ouais, tu vois, il faisait que frapper les gens. On ne traite pas les gens ainsi. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Il y a aussi une différence. Comme les gars du remorquage, tu sais, on a les gars du remorquage louche. On les connaît. Ceux qui s'habillent mal avec leurs camions et voitures sales, tu veux quand même qu'ils chargent ta voiture. Tu sais, c'est pareil avec les agents de saisie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne porte pas d'uniforme, mais on s'habille d'une certaine façon. On agit d'une certaine façon. Tu sais, nous sommes tous les vrais agents de saisie. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu bizarre chez toi pour te balader dans une ruelle de Los Angeles au milieu de la nuit. Je dis à tout le monde que, tu sais, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Donc, je ne sais pas comment briser cette stigmatisation parce qu'on va automatiquement avoir une mauvaise réputation car on rôde au milieu de la nuit. Ce n'est pas parce que c'est votre métier que vous ne devez pas être professionnel, n'est-ce pas? Non. Donc, ma femme dit aussi qu'au téléphone, elle prend soin des gens. Presque chaque client appelle en pleurant, bouleversé, demandant ce qui se passe, quel est le processus, en expliquant combien. C'est ça que personne ne réalise. Vous pouvez appeler la banque et faire votre paiement demain, mais à ce moment-là, on a déjà votre voiture. Eh bien, il y a encore toutes ces personnes différentes par lesquelles vous devez passer. Vous devez aller au commissariat pour obtenir la main levée du véhicule. Vous savez, ma femme est tellement attentionnée au téléphone avec ces gens-là, et ils disent « Mec, j'ai déjà eu ma voiture saisie 3 fois et ils n'arrêtent pas d'appeler. » C'est comme, vous savez, c'est en partie la raison pour laquelle je ne vais pas là-bas aux réunions et tout ça, parce que ça m'agace. Je me dis, les gars, ce sont juste des gens qui passent une mauvaise journée. Vous voyez ça? Les gens accidentent leur voiture. Vous savez, c'est leur gagne-pain. Ils sont bouleversés. Pour certaines personnes, c'est le pire jour de leur vie jusqu'à présent. Tu as aussi vu d'autres dépanneurs là-bas avec une mauvaise attitude, énervés de travailler. Tout le temps, Cela ne changera jamais. C'est surtout l'attitude qui doit évoluer. je suis d'accord. Et le remorquage en particulier, c'était surtout. Tu l'as dit dans la dernière vidéo, tu es revenu parce que tu voulais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les gens, Sont passionnés par ça. il y a de la passion. La passion, c'est, vous savez, quand j'ai commencé il y a 25 ans, quand j'ai été embauché, on m'a littéralement dit que j'allais travailler 6 journées de 11 heures, 3 nuits d'astreinte et que je n'aurais qu'un seul week-end de libre si j'avais de la chance, si ça tombait bien. Tu veux un travail ou pas? Qui accepte ça? Eh bien, moi, je l'ai fait. Des fous. C'est ce que je dis. Tu sais, j'ai été dépanneur toute ma vie et je n'ai jamais pu entrer dans le milieu de la saisie de véhicules. Jamais, jamais, jusqu'en 2010. T'as commencé par le dépannage. Oui. J'ai fait du dépannage. Oui, j'ai tout fait là-bas jusqu'en 2010. Et puis un ami à moi a lancé une société de récupération. Leur approche était très étrange. Ils s'attaquaient à chaque voiture qui ne pouvait jamais être récupérée. C'était leur devise. Les poids lourds introuvables. Voilà pourquoi j'ai commencé avec les poids lourds. 2 voitures cachées dans des arrière-cours sans endommager les biens. Qui peut récupérer ces trucs-là? C'est ainsi que j'ai commencé car ils savaient que je pouvais tout sortir. Quand tu as commencé dans le remorquage, c'était du poids lourd. Non, j'ai débuté en léger puis je suis passé au moyen et au lourd. Parce que j'allais dire, si tu fais tout ce travail sur les poids lourds, tu dois avoir des connaissances sur les arbres de transmission, l'air, peut-être que parfois tu dois desserrer les freins à ressort. Monter dans le camion. Donc, heureusement pour moi, j'ai commencé avec des anciens qui venaient de l'époque où on remorquait encore à l'élingue, tu sais, et qui sont excellents. Je suis un excellent élingueur. Je peux élinguer n'importe quoi. Voilà pourquoi, quand je demande de l'aide pour ces prototypes, je continue à enseigner.
En fait, il y a une vidéo qui circule sur Instagram d'un agent de la CHP qui s'est arrêté et m'a posé toutes sortes de questions parce qu'il a vu ma chaîne Baileys, grâce à toi, parce que c'est comme ça que j'utilisais toutes les mauvaises chaînes. Ce n'est pas juste parce que, je veux dire, il y en avait une, mais j'en voulais plus. Et puis, tu sais, il m'a expliqué, « Hey, tu veux utiliser cette chaîne, elle est un peu meilleure, haute visibilité, grade 100. » Ce flic m'a arrêté et m'a dit, « Je te vois souvent ici. Ton matériel est bien installé. Tu peux me montrer? » Je l'ai fait, tout démonté. Puis, on a regardé une vidéo de 5 minutes où je t'ai montré ce type. Il l'avait mis au mauvais endroit et il le balançait partout parce que personne ne leur montre comment faire. Quand j'ai commencé, ce qui est fou, en 2000 dans cette entreprise, j'étais le premier qu'ils ont embauché à l'âge de 20 ans. J'ai pu conduire et ensuite, j'ai eu une dépanneuse de catégorie intermédiaire. Et puis, quand tu conduis ce type de dépanneuse, tu sais, tu retires les arbres de transmission et tu apprends à remorquer à plat, tu vois? Ouais, toutes les astuces du métier. C'est comme ça que j'ai appris. Je devais conduire des poids lourds, mais j'étais jeune. Je me suis marié et adopté ma fille très tôt. J'ai gagné beaucoup d'argent avec un camion plateau car j'étais très rapide. C'est mon parcours. Ma passion, c'est vraiment le plateau. Vous étiez payé à la voiture, non? Oui. Ensuite, j'ai travaillé avec un gars. C'était presque ma société. On a lancé une autre entreprise vers 2007. On a fait tout Long Beach Auto Square, toutes les voitures de luxe, Porsche, tout. C'est le secret du métier, c'est ça qui me fait vivre. Moi, c'est les voitures exotiques. Exotique. Oui, je les ai toutes conduites, des NASCAR, sans aucun dégât. Je suis très doué et j'ai toujours été formateur. Donc, même quand je suis parti de cette entreprise précédente, je pouvais embaucher quelqu'un où il trouvait un gamin qui avait peut-être du potentiel. Il me disait « Hey, tu peux accompagner ce gamin pendant une semaine? » Ouais, amène-le. Je vais m'en occuper. Mais c'est ça. Donc oui, j'ai commencé dans le dépannage léger. Et là-bas, j'ai tout appris d'eux. Ce sont des vrais de la vieille école. Tu sais, ils ont débuté avec des maisons et dans les années 70, leur principal conducteur de machines lourdes avait 15 ans. C'est fou. Mike, ils avaient des histoires incroyables, tu vois. J'ai appris cela avec respect pour le métier. Je peux encore contacter tout le monde car j'ai toujours été correct avec les gens. C'est vraiment important de se créer un réseau, je pense, non? Et maintenant, Je ne le suis pas. je ne t'aide pas dans ton entreprise. Ouais. Et vous, vous êtes plutôt commerciaux. Mais tu sais, tu as reçu ton oncle l'autre jour, non? Et tu sais, dans ce grand bureau là-bas, il y a un défilé constant de gens. Tu comprends? Juste des chauffeurs. Vous, non, parce que vous ne faites pas ça. La plupart des sociétés de remorquage, c'est ça. Au début, tu vois ceux qui passent de boîte en boîte. Tu sais qui sont les bons et certains ne cherchent que l'argent. Donc, si tu les connais et que tu es sympa avec eux, et puis tu vois des gens, tu sais, comme j'ai dit, après le COVID, pratiquement tous mes contacts, tu sais, j'ai quitté, tu sais, j'étais à Bellflower et je suis allé dans l'IE et j'ai un peu perdu le contact, tu sais, à cause du COVID. Imagine aussi que le secteur du remorquage a sûrement explosé à ce moment-là avec tous ceux qui ne travaillaient pas, non? Non, en fait, ça a mis un peu de temps à venir parce qu'ils ont distribué toutes les aides. Ça joue beaucoup dans notre secteur. Et ils ne le diront pas, mais à mon avis, oui, parce que tout le monde a reçu de l'argent. Tu sais, même moi, j'ai reçu de l'argent et ma femme et moi, on l'a utilisé à notre avantage. De nombreuses personnes ont reporté leur paiement. Oui, ils reportent leur paiement. C'est ce qu'ils font encore en ce moment. Ils essaient de rattraper leur retard. Mais c'est ça le problème. Tu ne peux pas rattraper. C'est physiquement impossible. Avec autant de retard, même de gros contrats ne suffisent pas à t'en sortir. Eh bien, pour revenir sur ce sujet, penses-tu qu'avec l'augmentation des assurances, ça a aussi joué un rôle dans l'impact sur le secteur commercial? C'est-à-dire, parce que tu pouvais acheter une dépanneuse à plateau, n'est-ce pas? Une dépanneuse à plateau d'occasion, 100 000, tu vois. Tu la prends, tu la finances. On parle d'un paiement d'environ 2500 $. Donc 100 000, tu es sûrement à 500, les primo-accédants à 5 000. Non, avec un crédit établi. Ouais, 500, c'est ça. C'est encore autre chose. Attends, je t'arrête, c'est pas pour te couper. Je ne le savais pas. J'ai un bon crédit, non? Je suis allé acheter mon DTU ou ma première remorque plateau. J'étais dans un endroit et j'ai acheté une remorque plateau avant même d'acheter mon Landol. Ça m'a ouvert les yeux parce que j'avais un bon crédit, mais ils m'ont dit « Eh bien, tu n'as pas de crédit commercial. » C'est encore autre chose. Donc ta première expérience est tout simplement horrible. J'ai payé 30 000, j'aurais pu payer en liquide. Je ne veux pas me vanter, mais j'aurais pu payer, on a payé le prix fort juste pour pouvoir entrer. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Les gens ont toujours utilisé du matériel d'occasion, donc oui, ils utilisent du matériel usagé. Ensuite, ils ont reçu cet argent de relance et ils sont allés acheter du neuf et ils se sont fait avoir avec les intérêts. Les intérêts, puis l'assurance. Certains camions récupérés n'ont ni autorisation de transporteur routier ni permis, car cela coûte cher. Et parfois, quand tu parles à ces gars-là, ils disent « Eh bien, je paye la mensualité et mon assurance. » Et c'est aussi extrêmement déroutant. J'ai lancé ma société de récupération et aussi une de remorquage, car il faut faire des livraisons.
Par exemple, je ne peux pas traverser les frontières d'État pour remorquer à Vegas. J'avais du mal, même si on parle de transport, il était plus simple pour moi de créer une société de remorquage. Pas de souci. Un cauchemar. Comme tout le monde dit qu'il peut le faire, donc j'ai beaucoup de compassion parce que je le vois, parce que par exemple, notre permis de transport était légitime parce qu'on en a un pour notre H. S, tu sais, notre vraie entreprise. Mais le Trex, la personne qui disait pouvoir le faire et qui nous a donné nos classeurs, a tout foiré parce qu'ils ont imbriqué nos deux entreprises. Et c'est ce que j'entends de beaucoup de gens. Donc, ce que les flics doivent vérifier, c'est si tu as un permis de transport. Est-ce que tu as déjà déposé un dossier? Est-ce que tu as essayé? Et si tu n'as aucune idée de comment faire tout ça, tu sais, c'est assez fou. Ouais, moi, le matériel les a mis en fourrière pendant 30 jours ou jusqu'à ce qu'ils règlent ça. Et après, ils n'ont pas, tu sais, l'argent pour payer le stockage ou les frais de remorquage, ce qui arrive. Parfois, c'est simplement ce bénéfice en plus que tu fais sur certains de ces dépanneurs. Ça les bouffe complètement. Et ensuite, ça les met dans la galère. Ouais. Et si tu as une immobilisation de 30 jours, tu perds tout ton travail et tout le reste, comment tu peux t'en remettre? C'est ça, ouais. À ce moment-là, l'agent chargé de la reprise est déjà là pour récupérer le camion. C'est pour ça qu'on les récupère, ouais. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses sur ce secteur en le voyant de l'intérieur, donc c'est vraiment utile pour moi et ma femme. C'est pourquoi, pour mon premier camion international, j'étais prêt à acheter une dépanneuse à un ami. Il m'a dit, tu sais quoi, je ne vais pas te laisser couler. Tu vas acheter ce vieux camion international pour ce prix-là. Tu vas payer en liquide. Ça, c'est ton acompte. Tu n'auras aucune mensualité à payer pour ta première dépanneuse. C'est malin. Je lui en donne tout le crédit. Je suis très reconnaissant. C'est la meilleure chose qu'il ait faite. Il m'a dit, mets de côté l'argent de chaque remorquage comme un paiement mensuel. Ça t'aidera pour acheter un autre camion. C'était le meilleur conseil, tu vois. On le voit partout. Par exemple, avec 100 $ d'acompte, tu peux acheter une voiture partout. À Fontana, tu peux même obtenir un gros camion pour 500 $ d'acompte. Et je pense que tu ne devrais pas pouvoir acheter un camion à moins d'avoir ton permis de transporteur routier. C'est pareil quand tu achètes une dépanneuse. Je pense que tu devrais être obligé ou qu'il devrait avoir un moyen de dire « Hey, tu as ton permis de transporteur routier, tu as tout ça » parce que certaines personnes ne le savent pas. Ce qui m'étonne, c'est combien de gens, comme ce gars dont on vient de récupérer la dépanneuse, ignorent tout du permis de transporteur routier. Il n'avait que son assurance progressive et va perdre son camion sans s'en rendre compte. Il ne savait même pas par où commencer. Je ne peux pas l'aider. Pour moi, c'est ça le problème. Les banques accordent le crédit au lieu de dire d'abord d'attendre. Je suis d'accord. Et ensuite, enchaîner là-dessus. Nous travaillons dans le remorquage commercial avec de nombreux contrats avec la police. Tu travailles dans la récupération, tu dois suivre quasiment les mêmes règles. Il existe aussi une autre partie de notre industrie, appelée le monde des bandits du remorquage, les rabatteurs. J'espère qu'il trouvera quelqu'un ici. J'essaye d'en avoir un ici pour qu'il donne son point de vue, tu vois. Donc les bandits du remorquage, je les vois exploser partout dans les infos, et l'expo explique que c'est quand Alex part pour une récupération, quand je pars pour une mise en fourrière, ou en général, tu vois. Il y a une base légale. La CHP nous appelle « Peps, ce gaz est ivre, non? On va mettre sa voiture en fourrière, envoie une dépanneuse, on la ramène ici. » Lorsqu'il y a une mise en fourrière, la banque ou l'intermédiaire l'appelle pour lui dire qu'un ordre de reprise a été donné, c'est tout. Un voleur de remorquage, c'est quelqu'un dans un camion qui, comme il l'a dit, achète simplement le camion à la banque. Ils n'ont vraiment aucune autorité légale ou d'exploitation, aucune autorité. Ils n'ont pas de numéro doté, pas de permis de transport routier. Beaucoup de ces gars-là ne sont pas assurés et ils restent dans leur camion avec le scanner et ils entendent genre « Oh, il y a un accident, tu sais, ici, à tel ou tel endroit. » Et ils se disent « Oh, sur cette rue. » Ils arrivent sur place et ils se font souvent passer pour d'autres auprès des gens sur les lieux en disant « Oh, on est avec AAA. » Ils ont de fausses plaques d'identification magnétique sur eux. Ou alors ils disent « On est avec... Vous avez quoi? Oh, Progressive, on est avec eux. » Votre voiture est en sécurité avec nous. Ils emmènent la voiture dans un atelier de carrosserie de leur réseau où ils la retiennent en otage pour des sommes exorbitantes. N'étant liés à aucun contrat ni rotation, cela relève désormais du civil. Si ces personnes appellent la police et disent « Ma voiture a été prise par le dépanneur louche », on ne peut rien y faire. C'est maintenant une affaire civile et c'est devenu un sujet brûlant dans notre région. Même Fox en parle, NBC aussi. C'est devenu un truc énorme, vraiment énorme. Dans notre région, ces dépanneurs pirates nous détestent. Je vais développer là-dessus. Je dirais, tu sais, je t'ai parlé plutôt de mon équipe de Downey. Je dirais qu'environ 75% de ce travail vient des dépanneurs pirates. On visite ces garages louches, tous avec la même histoire. On dit qu'ils ont été touchés un peu partout et qu'il y a des frais de gardiennage exorbitants. On se demande de quoi il s'agit. On aura une voiture prête à conduire sans problème.
Elle n'a même pas de frein de parking électronique et il facture des frais pour l'utilisation de chariots de remorquage, des frais de treuillage et les banques payent ça. Heureusement, en ce moment, il y a une grande banque qui travaille avec tout le service d'immatriculation. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les enquêteurs du service d'immatriculation sont sur le terrain et ils s'attaquent à ces ateliers pour ça. Il était temps qu'ils le fassent. Ils devraient le faire, mais ne le font pas. L'industrie commerciale ne le fera pas non plus. C'est ça qui est drôle. On leur dit « Hé, je me suis lié d'amitié avec un enquêteur du service d'immatriculation. Il demande pourquoi il refuse de payer. Nous, on connaît un atelier sérieux. Je sais quand une facture est correcte. Je le vois chaque jour. On paye une facture, on vient de régler 1000 $ sans raison valable. Pourquoi faites-vous cela? Quoi? J'en ai payé une de 6500 pour Penske, parce que Penske est l'un de nos gros clients. Et de temps en temps, on vient juste d'en faire une il y a 2 semaines. Ils nous appellent en mode « Hey, on a besoin d'une récupération dans une fourrière. » Je connais toutes les fourrières et tout le monde dans le milieu. Ils ont donné une adresse résidentielle. Je me suis demandé « C'est quelle fourrière? » On y va, on récupère la voiture et c'est genre 6500 uniquement en liquide. On n'accepte pas autre chose. C'est comme ça que tu sais. Tu vois, tous ces signaux d'alerte s'allument et tu reçois la facture détaillée de remorquage et c'est du grand n'importe quoi. C'est tellement bidon et gonflé, mais Penske doit payer parce qu'ils veulent récupérer leur camion. Donc on fait la même chose. Et le truc, c'est que personne n'en tient compte. Mes gars de Los Angeles vont bien. Actuellement, on en a un. On négocie une facture de 18 000 $. Ma femme est catégorique. On ne le fait pas. Pour la première fois, le client a une solution de secours. Et on a dit, on ne prend pas 1000 $ en liquide pour cet endroit. Tu n'as pas avancé l'argent, n'est-ce pas? Pour cette somme, je n'avance pas l'argent. Je ne vais donc pas avancer ça. Quand je fais mes mises en fourrière la journée, on avance déjà beaucoup d'argent. Mes gars en font, tu sais, 4 à 6. On fait de 4 à 10 mises en fourrière par jour. Mes gars bossent dur et sont sur le terrain. Ça fait beaucoup à avancer. Ouais. Donc ouais, c'est assez fou sur notre carte de crédit, mais bon, ça nous rapporte des points, mais ouais, mais on le voit toute la journée. Je suis tellement habitué à ça que je me dis juste, vraiment, vous allez facturer? Je veux vraiment avoir un de ces gars-là ici. J'en connais un et j'essaie de le convaincre. Après vous avoir rencontré, je l'ai appelé. Je lui ai dit, il faut que tu demandes à ton pote de venir ici. Puis je lui ai parlé en privé. Et littéralement, il ne s'assoit même pas là parce que les flics vont le remarquer, mais ils ont plus d'observateurs. Personne ne s'en rend compte. Ils ressemblent à un garage OPG. Tout est très organisé. Les bandits du remorquage ont des guetteurs. Oui, c'est un système complexe. C'est ce qu'on m'a dit, ils sont comme un garage OPG sophistiqué. En gros, ça veut dire qu'ils ont toujours du monde. Donc si tu remarques, ils sont plus rapides que vous. Comment ça se fait? Lors de notre rencontre, Alex a géré un redressement de camion-caisse annoncé plus gros qu'il ne l'était. 2 dépanneuses rotatives étaient inutiles, alors je l'ai laissé faire et j'ai filmé. Il y avait une énorme foule, puis un rabatteur est arrivé. Ils étaient de mécontents que je m'approche d'eux. J'ai dit « Salut, je m'appelle Joshua Pepe. Qui t'a appelé ?» Il me fixait, sans rien dire. « Ne me colle pas cette caméra au visage. » J'ai vu sa dépanneuse, toute blanche, sans inscription, ni numéro d'OT ou MC. Tu sais, il se passe des trucs louches là-bas. C'était sûrement un éclaireur, comme tu l'as dit. Tu sais, un autre truc qu'ils font et que personne ne remarque, les agents de récupération comme nous ne mettent pas de nom sur les portières, juste des numéros. Des numéros RA, pardon. Agents de récupération et nos numéros. Mais on les retrouvera. J'ai vu ces dépanneurs pirates où j'ai récupéré leur camion, tu sais, car on en attrape toujours un. Ce ne sont pas des gars de la reprise, mais c'est comme ça qu'ils s'en sortent parce que les flics se disent « Oh, c'est un gars de la reprise parce que, tu sais, vous autres, pas de marquage, pas de marquage. » Ils pensent qu'on est des gars de la reprise. De nombreux commentaires disaient « Oh, c'est un gars de la reprise. » Or, ce n'était pas le cas. Tu sais... Et ça se mélange avec ton univers et le mien. Parce que je suis en dessous, tu sais, j'aime pas... Tu vois mon camion vert que je t'ai montré, c'est un camion de dépannage. Je n'ai pas mon nom sur cette porte. Beaucoup de gens disent aussi en commentant genre « Oh, tu sais, ce gars essaie juste de gagner sa vie. Laisse-les faire, tu as ton business, ils ont le leur. Laisse-les vivre. » Franchement, ça m'est complètement égal, mais mec, il faut se rendre compte, gars, beaucoup de ces gens, personne n'achète une dépanneuse en se disant « Je veux arriver avant Pépus sur une intervention et aider cette dame à récupérer sa voiture. » Tu sais, aider cette grand-mère à récupérer sa voiture pour moins cher qu'eux. Ils le font pour des raisons complètement opposées. C'est ça que personne ne comprend. Et c'est terrible. Ils retiennent par les voitures en otage, et comme je l'ai dit, c'est depuis que j'ai commencé ce truc-là. Je n'ai jamais lancé le mouvement, c'était toujours un problème. Mais mec, Fox est venu dans notre cour pour faire une interview, même des célébrités en sont victimes. C'est pourquoi je pense que ça a commencé, car ils ont tenté de piéger une célébrité.
C'est vraiment énorme. J'y pense en regardant et j'aimerais avoir l'un de vous dans l'émission. À 100%? La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ça commence évidemment par le fait que les agents ne savent pas. Ils veulent quitter la scène. Ils sont probablement submergés d'appels. Ils pensent, plus vite ils se débarrassent du véhicule, plus vite ils passent au suivant. Donc, s'ils n'ont pas de, je dirais, formation, c'est le meilleur mot, une formation, alors ils ne peuvent pas le repérer. Nous avons un officier dans notre secteur très doué pour repérer ce genre de choses. Nous mettons beaucoup de ces types en fourrière, tout comme vous en récupérez beaucoup. On met beaucoup de ces dépanneurs pirates en fourrière. C'est amusant que tu dises ça, car le gars, vu dans le reportage de Fox, on a déjà mis sa voiture en fourrière. Eddie me l'a dit. Oui, c'était un camion jaune qui a percuté une fille. Ils l'ont presque eu, ils ont eu sa signature de la A, peu importe. Ils ont gardé sa voiture. Et je crois que c'était environ 500 pour une Camry ou une Corolla de base. Incroyable, on paie ce montant tous les jours. Mec, c'est 7000 pour une Camry. C'est dingue. Ouais, c'est fou ce qu'on paye pour ces voitures et personne ne s'en rend compte. Et c'est comme ça qu'on peut toujours repérer un garage louche quand ils veulent seulement du liquide. Ah ouais. Tu te dis, vraiment, vous voulez seulement du liquide? Ouais. Pas de chèque, pas de carte de crédit. Et puis, ben, le problème, d'après ce que m'a dit PD2, c'est qu'en général, le chauffeur de ce camion n'en est pas le propriétaire. Oh non. Donc, il n'y a aucun recours contre lui. Donc, il n'en est pas propriétaire. C'est fréquent chez les dépanneurs véreux. Si tu fais attention, commence à regarder les 180, beaucoup d'entre eux sont des personnes âgées. Tu regardes le nom, tu te demandes comment tu peux avoir 60 ans. Et toi seulement, tu sais pourquoi? Parce qu'ils utilisent le crédit de quelqu'un, le crédit de mamie, ce crédit-là et du crédit. Bien sûr, ouais. Et puis, il n'y a aucun recours. Donc ça va être un gros problème. Ils doivent, avec autant d'attention, porter là-dessus, et ça dure depuis longtemps. Certaines villes vont, vous savez, les chasser de là. Vous savez, Paramount est vraiment strict à ce sujet. Ils essayent d'y aller parce qu'on a des problèmes à Compton, alors ils viennent à Paramount et là-bas, ils ne tolèrent pas ça, bien sûr. Certains partagent, mais ils pensent que ça finira par s'arrêter, que quelqu'un régulera cela. Nous n'avons aucun problème avec la concurrence, contrairement à ce que pensent certains qui voient le vieux Pépez comme avide. Ce n'est même pas ça. Je vais le dire comme ça. Si Alex et moi faisons une récupération et qu'il se passe quelque chose, d'accord? Quelqu'un se blesse, on abîme quelque chose. Oh mec, c'est inévitable à un moment donné, non? En tout cas, tu veux minimiser ça autant que possible. Mais si ça arrive, il y a un recours. Nous avons une assurance pour ça, incluant remorquage et responsabilité civile. Avec ces bandits du remorquage, si, ou plutôt, prenons aussi ton cas, genre si tu récupères quelque chose et que tu le fais tomber, il y a un recours pour ça, non? Tu dois avoir une assurance et tout ça pour ça, non? Tu es obligé d'en avoir une. Et quand t'as dit bandit, S'il remorque ta Lexus, ta Toyota, ta Honda, ta Porsche, peu importe laquelle, et qu'il l'abîme, il n'y a aucun recours pour ça. Tu dois les poursuivre en justice. Ils n'ont pas d'assurance comme la nôtre. Ils ne sont pas couverts par ça, et s'ils n'ont pas d'autorisation d'exploitation, comme un numéro MC, c'est-à-dire d'autorisation de transporteur, ou un numéro DOT, ça arrive tout le temps. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi les agences de presse s'emballent en relayant ces histoires. Cherche juste Tow Bandit sur Google. ouais. Vous savez, un autre sujet que vous devriez explorer, c'est combien de dépanneuses sont volées. C'est quelque chose dont personne ne parle, et ça m'étonne. Avant le COVID, c'était déjà grave. On dit que ça va toujours mal, j'ai eu la nôtre. J'en ai fait une vidéo. Ouais, un camé. Il a volé une dépanneuse à plateau. Tu sais à quel point c'est facile de voler une dépanneuse? Parce que c'est pareil. La plateforme peut être une dépanneuse, mais le châssis reste un Freightliner, un Kenworth ou un Peterbilt, quelle que soit la marque ou le modèle. C'est facile de s'introduire dans un camion, Une minute. si ce n'est pas moins. Facile, non? Et après, c'est facile à démarrer, Oui, plus rapide. plus rapide. Mais oui, on m'a volé une de mes dépanneuses et ils l'ont conduite pendant 10 jours, puis ils l'ont simplement laissée sur le bord de l'autoroute. Ils l'ont tue pendant 10 jours. Au final, ça a duré 30 minutes et on paniquait en les surveillant car on utilisait Motive pour le GPS et la télématique. Et c'était littéralement un gros colo, tu vois, qui avait l'air de ça. Il passait les vitesses n'importe comment, il a failli percuter des gens. Et on se disait, s'il te plaît, mon Dieu, fais qu'il ne percute personne. Ça pourrait vraiment mal tourner. Heureusement pour nous, c'était le meilleur scénario possible. Il s'est arrêté sur le côté. Il s'est arrêté sur le côté. Et on avait une entreprise avec laquelle on travaille dans le coin parce qu'on connaît beaucoup de monde. Je crois que c'était Kruger. Oui, Kruger. Ils ont envoyé quelqu'un et ils l'ont retrouvé. Lui et Hector, alias Spider, l'ont trouvé et coincé. Le gars a été arrêté. Qu'en est-il ressorti? Oh, il est tombé sur la chaussure de quelqu'un. Non, il est tombé sur une chaussure. Mais je veux dire, avec le procès, je me demande ce qui est arrivé à ce type.
Rien, c'est le comté de Los Angeles. Il était complètement défoncé et conduisait un véhicule commercial volé. Je riais sans arrêt, il parlait seul, c'est fou, ce gars était vraiment à fond. Il travaille sûrement chez Navarro actuellement. Ils avaient la mienne Je n'avais pas de GPS sur ce camion à l'époque. Et eux, j'ai bloqué toutes mes entrées. Quand on bosse dans la récupération de véhicules, on n'y pense pas. Ils ont pris mes Gojaks et déplacé 5 voitures. Oh, ils utilisent tes propres Gojaks? Ouais, et puis ils l'ont déplacé. Et ensuite, ils l'ont démarré sans clé parce que c'était un vieux, tu sais, c'était un genre de camion rapide, tu vois. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient, si c'est ce qu'ils faisaient. Oui, on avait parlé à la patrouille autoroutière alors. Ils étaient là le jour où ils ont retrouvé mon camion. Ce qui est bizarre, c'est que ce soir-là, un camion de l'AAA a été volé à Compton et il a disparu pendant 13 jours. En général, ils les gardèrent pendant 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il volait des voitures avec eux? Voler des voitures, réfléchis-y. Toutes les voitures récentes avec bouton poussoir, tu ne peux pas les forcer. Les criminels prétendent qu'on peut avec un aimant magique, mais ce n'est pas possible. Les vrais serruriers que je connais me disent « Ce genre de truc, on ne vole ces voitures de luxe qu'avec ça, et ils savent comment remorquer parce que la mienne, je sais qu'ils l'ont fait, mais Pete ne l'a pas fait. Mes chariots étaient les seules choses qui manquaient. » Et quand je suis allé à la fourrière, il y avait une Porsche et tout était sous enquête et ils avaient les chariots posés devant. J'avais toujours mes chariots d'origine depuis mes débuts en remorquage. Quand j'ai quitté la première entreprise, j'ai dit « Mettez un nouveau jeu, donnez-leur les miens. » J'aimais juste mes chariots, je les connaissais et ils portèrent mes initiales. Et j'ai dit à la société de remorquage, l'officier m'a appelé et il m'a dit « Eh bien, on a vu la Porsche. » J'ai dit « Vous n'avez pas fait le rapprochement. La Porsche est garée ici. » Ils ont trouvé la Porsche contre le trottoir. Je sais ce qui s'est passé, il a traversé l'intersection trop vite, la Porsche s'est détachée mais est restée sur les chariots et a roulé. Et puis ils ont trouvé la voiture. Et je crois qu'il y avait des chariots à l'avant et à l'arrière. Les chariots étaient à l'avant, ils la tiraient par l'arrière et elle a rebondi car l'arrière était en bas. J'ai vu que cette voiture était remorquée. C'est pourquoi les chariots étaient encore dessus. Et je leur ai demandé de me rendre mes chariots. Ils disaient « Eh bien, on ne peut pas. » Et j'étais là « Allez, comment je savais tout ça ?» J'étais tellement énervé. Et j'ai dit... Avec tes initiales. Ouais. Ils disaient, eh bien, techniquement. Et c'était toi le conducteur? Ouais. Puis ils ont commencé comme ça, et j'étais là, oh, vous les gars. Par curiosité, combien coûte un jeu de chariot aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, j'ai commencé avec ça quand on a fait la formation FSP. Il y a certaines choses que tu dois faire, et ça en fait partie. Mec, je vois ce que tu veux dire. Tu as la barre, non? Et tu dois soulever la voiture. Donc, pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent et qui ne savent pas ce que sont les chariots de remorquage, si tu as une voiture à traction avant, tu dois la soulever par l'avant et inversement, pour une propulsion, tu la soulèves par l'arrière. Eh bien, si tu ne peux pas, la solution c'est d'utiliser des chariots. Les chariots sont aussi très utiles si un véhicule a eu un accident, par exemple si l'essieu a bougé, tu peux alors en placer dessous. Donc si ces gars ont pris les chariots et qu'ils utilisent ton camion, ils ne doivent pas être du métier. Mais Ils doivent être dans... ce secteur, Ils doivent avoir de l'expérience. C'est du mauvais karma. Tu rejoindras le remorquage et arnaqueras tes collègues, volant les voitures des autres. mes gars étaient là à mon arrivée et je viens de recevoir un texto. Je pense qu'il va me vendre. En gros, ils utilisent le chariot 2 fois par jour. C'est parce que maintenant, tout est avec un frein de stationnement électronique. Ouais, comme les Tesla et tout ça aussi. Ouais. Véhicule à transmission intégrale. Je ne m'occupe pas des Tesla. Ah, on avait ce contrat avant, mec. Ils refusent de le faire. Il y a des années, j'ai arrêté, je ne lisais jamais, j'ai mis fin à cela car je n'aimais pas. Ils sont très sensibles, comme s'ils avaient une formation. Ils t'envoient un email genre « Ok, quand tu as d'une Model 3 de telle année à telle année, tu dois enlever ce petit truc derrière le phare, y brancher des câbles, ça va ouvrir l'avant, et ensuite tu fais ça. » C'était trop le bazar. Et les clients sont super prétentieux. Ouais, on en aura de temps en temps. Mais pour le vrai contrat Tesla, je ne l'ai plus. Ils sont juste trop pointilleux. Et ils le savent. Vous trouvez ça hilarant. Il y a sûrement un magasin où tu peux le trouver. Elles ont été volées partout car on peut les conduire. Si tu récupères le véhicule d'un conducteur ivre et le gares dans ta cour, puis que le gars de nuit arrive, tu sais, il entre dans la cour. Peu importe le jour. Ils ouvrent le portail avec leur téléphone. Une est presque sortie de notre cour, mais je connais une société de saisie de véhicules. Ils n'ont pas remarqué la disparition de la voiture pendant 2 semaines. Parce que, tu sais, on doit parfois stocker ces voitures. Parfois, c'est pour des preuves, ou si c'est une rétention de 30 jours, eh bien, on doit garder la voiture pendant 30 jours. Ils ne veulent tout simplement pas vous payer les 30 jours. Et nos tarifs tiennent compte de cela.
Je ne fais pas ces tarifs. Ils sont négociés. Mes voitures restent seulement 10 jours chez moi, donc je dois leur offrir ce stockage gratuit. C'est en partie ce que toutes les émissions faisaient, parce que tout le monde essayait de trouver un créneau. Désolé de revenir sur ce sujet. Comment entrer dans quelque chose d'inaccessible? Tu baisses ton prix et proposes des choses que les autres ne proposent pas. Donc on ne gagne rien sur le stockage. Ça, c'est important. Pour 10 jours, c'est seulement après le 10e. Donc, quand on reçoit « Je ne veux pas gérer une voiture 38 car je refuse d'annoncer le prix à voix haute », c'est affreux ce qu'il paie. Je me dis que je ne vais pas laisser une voiture sur mon parking 30 jours, peu importe le temps restant avant de la donner au client. Ce parking nécessite une assurance gardiennage que j'ai déjà. Donc oui, je pourrais, mais ce n'est pas économique. Non, mais ça ne change rien, même si mes terrains, tous les 3, je dois avoir toutes ces assurances-là. Donc c'est parce qu'on a des voitures là-bas au cas où. Mais il y a de nombreuses vidéos où des gens s'assoient simplement et prennent leur voiture pour quitter le parking. Je me demande si par exemple tu mets une Tesla à la fourrière vu qu'elles ont l'autopilote et tout ça, non? Tu vois? C'est ce que je dis, ouais. Et genre, elle vient te chercher toute seule. Je me demande si tu peux récupérer ta voiture à la fourrière en attendant que le portail s'ouvre et en appuyant sur le bouton. C'est de ça que je parle, à 100%. C'est ce qu'ils font. Ils font ça? À 100%? C'est ce que... Oh mec, gars. Donc c'est ce que je dis. Je connais une société de saisie de véhicules qui, honnêtement, on est retourné regarder la vidéo. Tu le vois parce qu'on a compris, ils ont un peu compris quand c'est arrivé parce qu'ils nous ont laissé un mot. Le futur, c'est du délire. C'est fou. Voiture télécommandée. Parce que ces Tesla, tu peux aller à la salle de sport et leur demander de se garer. Oui, ouais. C'est ce que je dis. Alors pourquoi tu ne peux pas simplement aller dans ton dépôt? Et il pourrait aussi venir te chercher, non? Ouais. Je ne sais pas à quel point c'est bien. Ouais, il pourrait. Donc si tu as ton téléphone. Si tu as le FSD, la conduite entièrement autonome. Ouais, mais tu localises ta voiture sur ton téléphone et tu te dis qu'elle est là. Tu demandes à la voiture de venir, elle arrive vers toi. Donc il devait être proche pour voir le portail s'ouvrir. Ouais, il est resté là. Tu pouvais le voir sur les caméras extérieures qui filment vers le bas. Le gars est juste resté assis là toute la journée. Et puis le gars est juste entré, il a ouvert, tu vois, parce que mes portails ne sont pas électriques, donc tu dois les ouvrir. Il a ouvert le portail, le conducteur est entré, a détaché sa voiture, surveillé le portail, reculé sa voiture à l'intérieur, puis est ressorti aussitôt. Et là, on s'est dit, bon sang, la voiture était partie. Tesla disait, on avait une politique permettant de conduire la voiture volontairement. On pouvait la conduire à l'intérieur, ils nous laissaient les conduire à l'intérieur avant, et c'est comme ça qu'on l'a découvert. On a arrêté de le faire parce qu'un gars est venu récupérer sa voiture, et il avait tout enregistré. On l'a fait. Heureusement, à cette époque, mon père conduisait cette voiture comme un vieux monsieur. Il était dans la pente. Mon père refusait d'être impliqué avec la voiture, il conduisait très lentement. Le gars disait que la personne qui a conduit cette voiture, moi j'étais là, attends, quoi? Tout mon trajet était visible, et lui il disait, ouais, Ils étaient en mode sentinelle. ouais. J'étais bluffé, j'ai dit « Oh, à gauche À droite, à l'intérieur, audio, tout, mec. ». Ouais. Ces voitures sont folles. La technologie. J'essaie d'éviter les voitures haut de gamme. Ce sera encore plus le cas dans 5 ou 10 ans, quand toutes les marques comme Toyota, Honda, Nissan feront de même. Eh bien, on s'intéresse aux camions électriques en ce moment. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez déjà eu affaire avec eux. Mais nous, on a déjà eu affaire à eux, mec, mais genre... Je doute qu'ils remplacent beaucoup. Une grande entreprise attendue ici a déjà fait faillite. Tu connais sûrement le nom, Nicolas. Ça te dit quelque chose? Ouais, j'en ai remorqué beaucoup. Donc, quand Nicolas lançait son programme électrique, ses camions, tu sais, pour les poids lourds, j'ai envoyé 2 gars, je crois que c'était en Arizona, pour une formation. Il y avait Jabba, c'était l'un d'eux, Chris de l'Empire Yard, et ils t'apprenaient, d'accord, tu sais, quand tu dois tracter ces véhicules par l'avant, il faut, s'ils ont une remorque, il faut la déconnecter. Tu dois attacher un des essieux avant à l'arrière. Le deuxième essieu. Le deuxième essieu. Voilà ce qu'ils avaient de tout. Beaucoup d'entreprises les achetaient, nous les fabriquions, puis elles ont fait faillite. Nous en recevons encore. Nous avons une grande flotte électrique et recherchons des camions fourgons. Et c'est ce que je disais, comme tu l'as mentionné plus tôt, à propos du secteur commercial, et puis je n'ai aucun problème à demander de l'aide. Par exemple, j'ai appelé un pote à moi, je lui ai dit « Hey, est-ce que tu as déjà remorqué un camion fourgon électrique ?» Il m'a dit d'attacher l'essieu et de faire certaines choses. J'ai répondu « D'accord, si j'en ai un, je t'appelle. Tu comprends? C'est lié à ce dont tu parlais, même si on s'est un peu égaré. On nous avait posé la question. Dans l'industrie, personne ne veut en parler. Tu vois, ton émission, c'est ça, elle montre aux gens. Je te l'ai dit ce jour-là et je le répète à Bailey. Sans toi, je ne saurais pas où acheter ce genre de truc. J'aurais dû apporter mes sangles. Je leur enverrai une photo si je te montre l'original. On me reproche de trop parler, mais j'aime partager mes connaissances. Je ne me considère pas comme le meilleur. J'ai des invités que je trouve bien meilleurs que moi,
mais je reçois sans cesse des appels de partout, du style « Hé, je regarde ton émission, pourquoi tu fais ça ?» Ou quand les gens commentent « Il n'y a aucune raison que cette industrie soit aussi fermée et indépendante alors qu'on travaillerait tellement mieux tous ensemble. » Et vous ne l'avez pas été, et c'est étrange. Je ne suis dans l'industrie que depuis 25 ans, mais la plupart de mes collègues à qui je parle, je ne sais pas, ils ont 45 ou 60 ans, ils ont 15 ans d'avance sur moi, donc ils ont commencé dans les années 80. Vous aviez l'habitude, mais pouviez toujours vous arrêter pour aider. Vous savez, même au début des années 2000, quand j'ai commencé, si j'étais quelque part en train de récupérer un camion ou d'en déposer un et que quelqu'un me voyait utiliser les lingues, il me demandait « Hé, comment tu as fait ça? Comment tu as… » Hé, fais attention à ne pas abîmer la voiture du client. Avant, c'était comme ça. Tu as déjà vu des gars dehors regarder leur camion et dire « Qu'est-ce que tu regardes? » Désolé, j'essayais juste de… Ça arrive, tu sais, et c'est un secteur bizarre dans lequel on est, où les gens ne veulent pas parler. Avant, ils parlaient tout le temps. Autrefois, tout le monde demandait « Comment t'as fait ça? Comment t'as accroché cette voiture? » Et tu pensais « Il y a du travail pour tous. » Je ne sais pas quand ça a changé. Je pense aussi que c'est pour ça que les gens regardent ton émission, pour savoir ce qu'on fait dehors. Tu sais, et on connaît des opérateurs dans mon domaine, dans le vôtre aussi, qui ne sont pas totalement sûrs d'eux, mais qui ont besoin de ce boulot. Tu sais combien de personnes vous connaissez qui jouent les gros bras sur Internet? Moi, je vais admettre mes défauts. Par exemple, je peux encore appeler 3 personnes, leur laisser un message et poser toutes mes questions sur un gros camion. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, techniquement, je n'ai pas remorqué de semi-remorque depuis, tu sais, le début des années 2000. Je leur demande encore, qu'est-ce que je fais de mal? Mais je ne suis pas meilleur que toi pour demander sans expliquer. Et ils sont étonnés. Ils disent, mec. Mais t'as ces nouveaux gars, ils ne demandent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot ou de se faire engueuler, vous voyez? Ou ils sont gênés. Ouais, c'est comme, mec, demande juste, vite fait, tu vois, trouve la solution. Si tu demandes 25 fois, ça devient agaçant. Mais si tu pouvais voir et passer à autre chose, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. Je suis d'accord. Je pense que c'est l'ego. Tu crois, ça doit être l'ego. Tu as abordé ce sujet. Tu sais, il y a 3 personnes que tu peux appeler. Tu sais, j'ai probablement, 3-4 personnes à qui je peux tout demander et ils ne vont pas me juger, tu vois, et je ne sais pas grand-chose. Tu sais, ça fait environ 3 ans que je suis dans le métier, j'ai beaucoup appris. Et je pense que j'ai juste eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont pu m'apprendre beaucoup de choses dans ce domaine, tu sais, avec l'arrimage, le remorquage et tout ça. Mais ensuite, il y a certains gars qui commencent à me poser des questions. Et oui, comme je leur dis, moi je ne garde pas les infos pour moi, je leur dis à peu près tout ce que je sais et pourquoi je pense que c'est juste. Mais plus tard, tu sais, surtout à notre époque avec les réseaux sociaux, tu finis par découvrir ou tu reçois des captures d'écran ou alors ils parlent dans ton dos, ce qui est vraiment dommage et c'est ce que je trouve le plus fou, tu vois. Parce que je dis toujours, et je répète ça à tout le monde, tu sais, si tu mets toute ton énergie à essayer de t'améliorer encore et à perfectionner ton art, à améliorer ce que tu fais, ce serait bien plus bénéfique pour toi, plutôt que de perdre du temps à parler ou critiquer. Ce que je ne fais pas, je ne comprends pas. Je n'aime pas perdre mon temps ainsi. Ouais, tu disais plutôt à quel point on entre vite dans les voitures, c'est comme crocheter une serrure. Je savais, je n'ai jamais compris comment faire. Je n'ai jamais réussi jusqu'à il y a peut-être 1 an ou 2. Donc il faut vraiment être doué pour ça. Quelqu'un m'a montré comment faire. Il a juste pris un moment pour m'expliquer et me montrer. Je veux dire, tu sais, on a tous des passe-partout. Je n'en ai même pas sur moi. Incroyable. Il a juste fallu que quelqu'un me montre. Et tu sais, beaucoup de ces transporteurs montrent comment faire. Maintenant, c'est comme, hey, c'est tout ce que tu dois faire. Une fois que tu as compris, tu as compris. Il y a des choses qui sont difficiles, mais dans l'ensemble, j'étais là, genre, merci de m'avoir montré. J'ai montré à mon fils, maintenant il les fait vite, comme tout le monde. C'est génial. Je dois te demander, ça fait un bon moment que tu es dans ce métier et tu es pratiquement au sommet, tu vois tout. Quelle est l'une de tes histoires de saisie les plus folles? Je sais, Tu dois sûrement te dire, tellement vrai, les gars. Oui, il y en a beaucoup. La principale, celle dont tu te souviens le plus. 1 ou 2 très bonnes, car je sais que ce sera un bon extrait sonore. Oh, ça va être génial. C'est hilarant. Je suis allé récupérer une voiture ordinaire. J'avais un pick-up à 4 portes. Mon beau-père était mourant. Ma femme s'occupait de lui. Il répétait « Je veux sortir, quitter la maison ». Les spécialistes des reprises de véhicules peuvent toujours partir. Il reste du travail à vérifier. Vas-y, j'ai dit, allons à la plage.
Alors ma femme monte dans la voiture. Et je vais m'arrêter un instant pour vous dire, la plupart des spécialistes des reprises de véhicules travaillent avec leur femme ou leur famille. Comme nous, on fait beaucoup de récupération avec notre famille parce que c'est de l'aide gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste comme ça que fonctionne le secteur. Ouais. Alors, j'ai trouvé un Nissan Pathfinder, je cherchais depuis longtemps. Et je n'y ai même pas réfléchi. Mon beau-père, c'est un ancien flic des années 50, il a des histoires de dingue. Et en gros, il ne peut plus marcher, donc il reste assis dans mon camion. Et ma femme ne veut jamais s'en mêler, peu importe à quel point ça va mal. Je veux dire, je me suis déjà fait sacrément tabasser. Ma femme appelle simplement le 901, je ne sais pas, c'est comme ça avec le téléphone. J'ai accroché ce Nissan Pathfinder et il est à transmission intégrale. Donc c'est un créneau à Huntington Beach, en plein milieu d'une belle journée dans un parc. Ce gars s'approche de moi et comme j'ai un bon tempérament, je lui dis « Hey, ça va ?» Et il transpire, il porte une tenue complète de C. Et dans ma tête, je me demande pourquoi tu portes une parka. Tu vois, il a toute la tenue et en plus, c'est un grand gars. Et là, je me dis, oh, il va se battre, je le sens. Et je me dis, mec, j'ai ma femme, j'ai mon beau-père avec moi, je m'en vais. Tu peux garder ta voiture? Non. On va y aller. Et je me dis, ma femme appelle le 911 et lui, il veut juste se battre. Je lui mets un coup, il me frappe et rien. Je réalise que ce type est complètement défoncé. Oh ouais. Et je me dis, oh non. Donc, dans notre secteur, on ne veut pas, la plupart d'entre nous veulent le plaquer au sol et le maintenir au sol. C'est ce qu'on veut, attendre la police. Je n'arrive pas à le mettre au sol à cause de son foutu manteau. Après 4 minutes, je suis essoufflé et complètement dominé. Et ma femme, si tu la rencontres, elle porte toujours des tongs à talons hauts et a les cheveux rouges vifs. Et là, je la regarde enfin et il y a une vidéo. Et je la regarde, je dis, chérie, tu dois m'aider. Alors, elle enlève juste ses tongs. Et maintenant, le gars est derrière moi. Et je me dis, c'est comme si tout se passait au ralenti. Et j'essaie de repousser le gars, mais le parc est tellement glissant. Pendant que je le repousse, il vient vers moi pour me pousser. Et ma femme dit « Je te couvre » et elle saute sur le dos de ce gars. Eh bien, avec tout son poids sur lui, on s'est tous écrasés par terre. Et je suis juste allongé sur le dos, et on me voit juste souffler et haleter, et lui, il est sur moi, et j'ai sa tête juste là, et ma femme est là-haut, et c'est une petite femme toute menue, et je le repousse simplement. Et ma femme a ses petites jambes autour du gars et elle est en train de l'étrangler. Et tu entends un gros « Merde, je te couvre, chérie ». Et moi, je suis là et tu me vois juste, comme le plus pathétique. Et les flics arrivent et tu me vois juste là et ils me regardent, puis ils regardent ma femme et ils se demandent « Pourquoi c'est votre femme qui le maîtrise ?» Et moi, je dis « Attrapez juste ce type. Je ne peux rien faire pour l'instant. » C'était l'expérience la plus humiliante de ma vie. Ma femme m'a soutenu. J'étais là, oh mon Dieu. Tout le monde riait. Mon père restait assis. Sauvé par une nana, en gros. Ouais, j'ai été sauvé par une nana. C'était Shakes, ta femme. C'est cool. Ouais. Ma femme, c'est ma partenaire de toujours. Donc, dans mon bureau, il n'y a que ma femme et ma fille. Ce sont elles qui gèrent tout. Ma fille a 25 ans maintenant. Je suis avec elle depuis qu'elle avait 2 ans. Je l'ai adoptée quand elle avait 2 ans et demi. Donc, plus de 20 ans ensemble, 22 ans. Elle ne te laisse sûrement jamais oublier cette histoire. Non, non. Tu te rappelles quand je t'ai sauvé de ce fou? Oui, tu sais, quand ma femme était avec moi, à l'époque où on faisait les vraies saisies musclées, comme je l'ai dit, on faisait les plus folles dans les arrière-cours de LA. On portait des gilets à l'époque à cause des gens rencontrés. J'imagine que je suppose qu'après toutes ces années, tu es un très bon combattant où tu sais encaisser un coup. Je sais encaisser un coup. Mais je suis aussi un excellent parleur, tu vois, c'est ça le truc. Avec ma tchatch, je peux désamorcer 9 situations sur 10. C'est la meilleure façon de faire. Tu sais, quand on a débuté dans le monde des gros camions, on traitait avec des gens ayant 1 an de retard. Ils s'en fichaient. Tu sais quoi? Je suis désolé. Si on ne pouvait pas faire des spectacles, on trouvait un gros camion, on débranchait sa conduite d'air, tirait ses valves et on le réveillait. Eh mon pote, ça fait 1 an. Allez quoi? Non. Je ne dis pas qu'on l'a traîné dehors, peut-être que oui. On le maintenait au sol et lançait des trucs dehors. Ma femme débranchait tout et on partait en voiture. C'est comme ça qu'on s'en sortait. Si on montrait ça aujourd'hui à la télé, on serait poursuivi tous les jours. Mais j'ai dit... Ça, c'est un procès assuré aujourd'hui. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, je veux dire, si tu as 2 ans de retard sur tes paiements, est-ce que tu dois voir les choses différemment? Tu sais, c'était une autre époque, tu vois? Ouais, tu sais, ma femme était avec moi. Ma belle-mère a participé à des saisies avec moi. Ouais. Ouais.
Ma famille adore aller chez Chuck E. Cheese le dimanche. Lui, il part chercher des véhicules à saisir partout dans le quartier. Mon Toumé, donc c'est une super histoire, très rapide. Je peux continuer toute la journée. Ma fille était au lycée et elle avait un de ces événements tôt le matin, je ne me souviens plus lequel c'était. Quand tes enfants sont jeunes, ils finissent par atteindre un certain âge au lycée. Je ne me souviens plus, mais il fallait venir tôt et tu étais là dès la première heure. Non, elle a été réveillée vers 5 heures du matin comme une initiation. Je ne sais plus dans quoi elle était. Les parents t'avertissent. On viendra réveiller ton enfant la nuit pour aller chercher tous les enfants et partir je ne sais où. Donc on s'est dit, d'accord, pas de problème. Ma fille a été réveillée. Elle est avec moi dans la dépanneuse depuis qu'elle a 3 ans. Ma fille sait conduire une dépanneuse comme personne. Ils arrivent à la première, et c'est un complexe d'appartements. Et ils sont là, personne ne répond. Et ma fille dit, je peux entrer. Elle fait son petit truc. Il demande, comment t'es rentrée? Elle est entrée dans 3 endroits où personne d'autre n'avait réussi à entrer. Ils étaient là, comment as-tu fait? Alors ils nous ont appelés à part. C'est comme, hey, il faut qu'on vous dise, votre fille est un peu comme une criminelle. On est là, comment ça? On a grandi elle a été dans une bonne école. On demande, que voulez-vous dire? Il raconte tout. Ma femme dit, on ne dit à personne ce qu'on fait. Parce que dans notre secteur, vous pouvez aller à n'importe quel événement et dire que vous faites du remorquage. Les gens n'ont aucun problème avec ça. Si on mentionne le mot récupération, c'est la première chose que tout le monde veut savoir. Histoire de fou. Surtout si tu dis le mot repo. Ouais, les gens l'apprennent et ils sont tout de suite sur nous. Donc on essaye de ne pas dire ce mot-là. Tu voles légalement des voitures. On est récupérateur de voitures légalisées, donc on se cache. J'ai eu du mal à faire cette interview, j'ai contacté beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'on voulait évoquer comment l'émission a détruit notre secteur du remorquage et informer les gens sur les factures de remorquage scandaleuses. J'espère que cet épisode cartonne, mec. Tu sais, un autre truc, tu sais ce qui est fou, c'est que notre secteur est très actif, mais notre salaire ne suit pas. Pour nous, c'est aussi un gros problème. C'est fou de penser que, tu sais, les banques disent juste « Oh, vous avez un boulot facile. » Non, vous ne voyez pas, mon gars, ils ne croient pas à ça. Samedi soir, un de mes gars a conduit depuis Los Angeles. Il a fait 9 interventions. Le Ponte, Fontana, San Bernardino. Tu sais, il est allé jusqu'à Paris. Il n'a rien trouvé. Je vais bien m'occuper de lui. Ma femme et moi allons payer nous-mêmes. Mais tu crois que les banques diraient « Tu sais quoi? Beau travail. » Tu penses mais que c'est parce qu'il y a une telle saturation du côté automobile que ça déborde sur le secteur commercial? Oui, je pense qu'ils refusent de payer. Beaucoup de gens sur mes vidéos disent que c'est soit un boulot à 6 chiffres, soit une arnaque. Certains facturent 50 000. Les gens n'ont aucune idée de comment c'est parce qu'il est rapide. On est rapide, non? Pour les boulots où tu m'engages, tu peux négocier. J'aime obtenir ce que je veux ou ce que je pense que le boulot vaut. Mais beaucoup de boulot pour la police ne coûte pas aussi cher qu'on le croit. Donc, au cours de l'année passée, notre assurance a doublé. Nos tarifs n'ont pas doublé. Pour la CHP et ces boulots qu'on fait, on aurait de la chance cette année d'obtenir peut-être une augmentation de 2,5% qu'ils nous autoriseront. Mais le diesel a doublé. C'est ce que je viens d'entendre. Tout a doublé, mais tu n'as que de faibles hausses de marge à cause de la saturation. Ce n'est pas aussi... c'est rentable d'une certaine façon. On reste occupé avec nos contrats dans d'autres secteurs. On travaille sans cesse, jour et nuit, mais ce n'est pas comme les gens le pensent. On dit, c'est un boulot à 50 000 $ pour ce retournement, même pas proche de ce montant. Non. Et une autre chose que tu viens de dire à propos du prix du carburant aussi, c'est ce qu'on leur explique. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour le carburant. Je suis venu à Los Angeles avec mon camion pour faire le plein. Maintenant, je fais attention où je fais le plein. Je me suis rappelé un endroit. Je n'étais pas allé à Los Angeles récemment. J'étais à ma cour de Downey avec ma femme. J'ai décidé d'aller prendre du carburant là-bas. Je me suis dit, ici c'est plus cher. C'était genre 7, 8. C'était 7, maintenant c'est 9. 7,59. Genre, c'est un examen médical de Joël pour le diesel. Et ça, c'est moi qui vais dans des endroits où tu n'es pas censé aller pour avoir du diesel. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais juste là, genre, oh, je vais juste prendre du carburant. J'ai un réservoir de 100 gallons que je mets toujours dans un de mes camions. J'allais le faire, mais j'étais en retard et je n'en avais pas envie. 700 $. Tu sais, je me suis dit de mettre du carburant car c'est moins cher. Surtout que j'ai mon cousin. Il a 100 gallons dans son camion et il va attendre. Il ira au Sam's Club où c'est moins cher, Walmart, parce que là, eh bien, il ira tôt le matin.
Il ne patiente pas, il doit le faire maintenant. Aujourd'hui, chez Ritchie Brothers, mon gars s'est dit qu'il avait mis 100 gallons dans la dépanneuse. C'est fou d'y penser. Et puis, tu sais, je viens juste de faire le plein. Tu sais, sur la route 426 près de Palm Springs, il y a un super endroit là-bas. Il y a 2 endroits. Un au casino sur la route 86 et c'est toujours presque de 75 à 85 centimes moins cher. Eh bien, ça fait une différence quand tu mets, tu sais, 200 gallons. J'imagine que ça fait une énorme différence quand tu... Ouais. Exactement. Nos banques ne feront rien. Elles disent juste que cela fait partie des choses. C'est comme ça. Nous ne facturons pas le carburant, contrairement à d'autres sociétés qui appliquent une surtaxe de 10%. On essaie juste car on ne peut pas augmenter nos tarifs. Comme mon père l'avait dit, quand il a essayé il y a des années, la compagnie a répliqué « Notre carburant a aussi augmenté, ce n'est pas juste, on paie 2 fois plus. » Donc c'est juste quelque chose pour lequel on ne facture pas le carburant séparément. C'est quelque chose qu'on doit encaisser. Oui, c'est pour ça que je savais que c'était difficile quand je vous ai appelé. J'espérais que c'est un point qu'on a discuté. Je me demandais si vous alliez vraiment pouvoir me donner un prix parce que je ne savais pas ça. C'était vraiment quelque chose que j'ignorais. Est-ce que vous facturez à l'heure ou bien... Parce que c'est ça, mes banques ne veulent pas. Elles veulent tout savoir à l'avance parce qu'elles vont tout vérifier. Un tarif forfaitaire pour ce travail revient à environ 1000 de l'heure par dépanneuse rotative, alors qu'à l'heure, ce serait 2 fois plus cher. C'était quoi, un travail de 5 heures, du départ au retour, parce qu'on est arrivé à 11 heures et on avait fini vers 15 heures, quelque chose comme ça. Ouais, et 1 heure pour rentrer à Los Angeles. Pour ce genre de boulot, un tarif forfaitaire est plus simple. Oui, c'est parfait car ils ne paieront pas autrement. Il nous a fallu 1 heure et 15 minutes rien que pour arriver à Pomona. Ah ouais. J'étais dans ma Suburban. C'est de l'argent perdu à rester coincé dans les embouteillages à l'heure. On essaie donc d'appliquer un tarif fixe selon le poids et les besoins. Peu de gens font comme nous, car on peut gagner autant en ramassant des voitures ordinaires la nuit. J'ai beaucoup de travail. Mon gars travaille donc la nuit avec un assistant, car en démarrant un camion la nuit, on peut faire entrer les gros camions, les banques voulant réduire les coûts. À cause du remorquage. Mais ils payent quand même le même prix que pour une Toyota Camry. Mais c'est ça, c'est notre secteur. Ils n'ajouteront rien de plus. Je sais que tout à l'heure, j'ai demandé quelle était ta histoire la plus folle, et c'était drôle. Je l'ai découvert en voyant récemment un post Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si c'était faux, mais ça ressemblait à un repo man. On aurait dit le cas d'un propriétaire, car la voiture était garée de façon à ne pas pouvoir la sortir. C'était comme une photo d'un SUV parfaitement garé dans un garage. Oh, et oui, quelque part dans le sud. Ouais, je ne sais pas vraiment où c'était. Oui, je sais lequel tu as. Ma question est... Genre, quel est le... Je ne sais pas si le plus difficile est le mot, mais le plus délicat, quelque chose comme ça, ou si quelqu'un voyait ça, il se dirait, même un récupérateur n'y toucherait pas, et pourtant, toi, tu l'as eu. On en a eu un récemment à Los Angeles, sans pneus. Je veux dire, on a juste dû mettre des jantes et des pneus dessus. C'est courant. Les gens font souvent ça. Ils cachent des trucs là où ils pensent qu'on ne pourra pas les récupérer, comme dans les arrière-cours ou des endroits exigus. Ils sous-estiment nos capacités, tu vois. On en a eu un. Je ne sais pas si Alex était là. Je suis allé avec le Hulk original. Il y avait 2 engins de chantier, dont un rouleau compresseur. Je pensais que ça faisait 4 ou 5 000 livres. L'un d'eux ressemblait à une petite nacelle élévatrice, située derrière une clôture dans un jardin où on ne pouvait pas l'atteindre avec un plateau, et il ne démarrait pas. J'avais un camion grue rotatif, et je suis passé par-dessus la clôture. Et je l'ai soulevé. Je les ai soulevés un par un, et je les ai fait pivoter jusque dans la rue. Je les ai posés directement sur notre plateau. Voilà, on les a gardés car le projet de la maison a été abandonné, et personne ne les a réclamés. Mais oui, On en avait un. les gens pensaient qu'ils ne pourraient pas les sortir d'ici. Donc, on en avait un à Beverly Hills, au-dessus de l'UCLA. C'était un camping-car, un de classe C, tu vois, avec la capucine. C'était un Chevy C4500. Et c'était juste une maison. Ils l'appelaient la maison de l'enfer. Tous les voisins en parlaient. Je crois que les infos en parlaient aussi. Il y avait des gens qui squattaient cette immense propriété d'angle. La personne à l'origine de tout ça, un gros gars du bâtiment défoncé, faisait venir tout le monde. C'est lui qui a amené le camping-car puis creusé la piscine. La piscine, encore aujourd'hui, je veux dire, je n'ai jamais vu une piscine aussi grande. Et donc, ils ont été expulsés. Il est parti. Il a juste laissé son camping-car. Il n'y avait aucun moyen de sortir le camping-car parce que la rue montait et on ne pouvait pas traverser la piscine en voiture. Et ils étaient assis là. Ils se disputaient à la banque. Comment on fait sortir ce truc? Tu sais, parce qu'il y avait un gage dessus quand ils s'en sont rendus compte, ils ont appelé toutes les sociétés de remorquage. Les sociétés de remorquage disaient, ils ont construit la piscine autour du camping-car.
Alors ils ont trouvé le créancier et ils m'ont contacté en disant « Hey, on en a un pour toi, tu dois rencontrer ces gens. » Et je suis allé là-bas avec un de mes autres potes et je l'ai appelé. J'ai dit « Hey, David, ils disent que c'est impossible. » Il m'a dit « Je viens avec toi, c'est un excellent dépanneur poids lourd, l'un des meilleurs que j'ai vus. » Un gars à l'ancienne, lui et son frère. Alors on est allé là-bas, c'est une maison d'angle et la rue monte tout droit. Et on se dit, ouais, ils ont construit le mur en briques comme ça et le portail, tu ne peux pas passer à travers le mur en briques, tu ne peux pas accéder à la piscine. Et on regarde, on est là et je dis, David demande, je dis, est-ce que vous allez mettre un mur en briques tout le long par là? Ils disent, oui. Il dit, je pense qu'on peut creuser sous la clôture et la hisser en haut de la colline. Et moi, j'ai dit, je pense que ça va rouler, mec. Il dit, je ne pense pas. Il dit, on n'a pas d'autre option ou alors il faut prendre une grue. C'est ce qu'il pensait. Une grue de 300 tonnes, ouais. Et moi, j'ai dit, d'accord. On a convenu d'un samedi matin, parler à des voisins. J'ai fait venir mon mécanicien. Extension sortie, vérins abaissés. On a relevé tout, mais impossible de manœuvrer l'extension à ce moment-là. J'ai souvent géré des extensions lors de récupération de camping-car. Je te raconterai cette bonne histoire bientôt. Le camping-car, on a tout sorti et on a mis un tir fort. Je savais comment le treuiller. C'est tellement coincé. Je me suis dit, oh, on a décidé de descendre la dépanneuse et on l'a treuillé sur le côté. C'était risqué. J'étais là, oh mon Dieu, on l'a installé et accroché. J'étais juste comme... J'espère que ça a bien payé. Oh mec, oui, ça a bien payé. C'était une bonne opération. Ensuite, on a pu descendre ma dépanneuse et utiliser le bras de levage pour rentrer l'extension, puis la récupérer. La façon dont tu en parles, et on a déjà eu des boulots comme ça où sur le moment c'est stressant, sur le moment tu te dis ce n'est pas bon, c'est risqué. Une fois le travail terminé, tu regardes en arrière avec fierté en te disant « J'ai réussi malgré la difficulté ». Ouais, et il y en a comme ça où tu regardes et tu te dis juste « Oh la vache !» Et on a réussi à faire ça. Et je veux dire, ce camping-car penchait tellement. Et lui aussi, tu sais, il avait des câbles attachés. Il en a passé un autour d'un arbre aussi parce qu'on en avait un, parce qu'on était sur une colline. Il en avait un parce qu'il avait vu les grands arbres. Je vais fixer le câble ici. Ça ne tombera pas de ce côté. Et je me suis dit... C'est classique. Je me suis dit qu'on l'avait déjà fait. Peu importe comment sortir ce truc, le moteur c'était rien, mais ils n'ont pas pu, je ne sais même pas comment ça marchait, j'ignorais qu'ils pouvaient viser la banque. Ils m'ont assuré que c'était techniquement à moi. Tu sais, enlève-le de chez nous, ouais. Et j'ai dit, oh mon Dieu. Ouais, ça nous a pris quelques heures pour l'enlever de là. Alex, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? On m'a posé à peu près toutes les questions qu'on avait en tête. J'espère vraiment que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, que ce soit à cause de la miniature, du titre ou autre, pourront se dire « D'accord, voilà une perspective différente du monde de la reprise de véhicules pour impayés que je ne connaissais pas. » Oui, on a de la compassion, c'est important. Je veux que les gens le sachent. Payez vos factures, même si techniquement c'est bon pour nous si vous ne le faites pas, mais comme ça, vous le faites vivre. Oui, non, il me reste encore quelques années à faire ça. Tu sais, il me reste encore quelques années à faire ça, mais oui, il faut qu'on soit compatissant sur le terrain et il faut qu'on s'entende tous. Tu sais, si tu vois quelqu'un, tends-lui la main. Tu sais, on les voit tous galérer. Tu sais, je dis tout le temps à mes gars, si tu vois un dépanneur, ils arrivent, tu le vois, ils viennent ici dans ta cour et ils ne... Tu sais, ces chauffeurs de plateau, donne-leur un coup de main, essayons tous d'être gentils. Ouais? Et il y en a eu quelques gars qui leur ont donné des morceaux de bois ou des chaînes en plus. Il y avait un gars qui n'avait pas de poulie de renvoi. On lui en a donné une qu'on avait, en fait. Oh, c'est sympa de ta part. Ouais. Alex, c'est tellement gentil. C'est mieux parce que je t'ai déjà vu rire de ça, mais tu sais, il y a littéralement un crochet en J et il passe le câble à travers. Cably. Je connais un gars qui fait ça avec un landol. Horrible. Oh, wow. Oh, c'est stressant. Mais Jay, écoute, mec. Ça, c'est à l'ancienne. Attends de voir leur câble. Ce n'est pas ma société, c'est leur faute. Mais j'espère vraiment que cet épisode va super bien marcher parce que j'adorerais. Je suis sûr qu'il y a probablement encore 1 heure d'histoire que tu pourrais raconter. Oh, des heures. Si les retours sont bons sur celui-ci, on pourra faire une deuxième partie. Cette fois, on pourrait avoir des questions du public sur ce que vous voulez demander à l'agent de récupération de véhicules, pas un repo. Pas un repo. Agent de récupération. Ouais? Mais avec un peu de chance, la circulation s'est un peu calmée maintenant, donc on va vous laisser partir. J'espère que ça vous a plu, les gars. Merci, merci. Eric, on apprécie. Salut.